Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on commence le 4e chapitre sur les matrices. Donc, les matrices, c'est des tableaux qui contiennent des nombres. On l'utilise pour résoudre plusieurs problèmes dans l'algèbre linéaire, comme la résolution de systèmes linéaires, aussi pour les applications linéaires, et aussi pour les espaces vectoriels de dimension finie. Donc, je commence par la définition. C'est quoi une matrice? Donc, une matrice à n lignes et à n colonnes, c'est un tableau tout simplement rectangulaire qui contient n lignes et n colonnes et contient des coefficients du corps K avec lequel on travaille. Ici, on va travailler avec K égale à R ou C. Et souvent, on le note de cette manière. Pour abréger, si on a des coefficients qu'on ne connaît pas, on note comme ça en général. A, c'est A et J avec I entre 1 et N et J entre 1 et N. C'est-à-dire, il y a N lignes et N colonnes. L'ensemble de tous les matrices de type NN, on le note de cette manière. Dans le cas particulier où M égale à N, on dit que la matrice est d'ordre carré. Et l'ensemble de toutes les matrices d'ordre carré qui a N lignes et N colonnes, on le note NNK. C'est-à-dire ici, pas la peine d'en noter N deux fois. Dans le cas particulier où tous les coefficients sont nuls, on dit que c'est une matrice nulle et on le note à NN. C'est-à-dire c'est la matrice nulle qui a N lignes, N colonnes. On définit ici la matrice uniligne et unicolonne. Donc c'est quoi une matrice uniligne? C'est une matrice qui contient une seule ligne. Une matrice unicolonne, c'est une matrice qui contient une seule colonne. Donc si je note LI, la nème ligne de la matrice A, je la note comme ça, à I1 jusqu'à IM. Attention, ici ce n'est pas un vecteur, donc on ne met pas des virgules. C'est juste un petit espace entre un coefficient et un autre. Donc ça, c'est une matrice uniligne. C'est exactement la énième ligne de la matrice A qu'on a déjà présentée dans la première définition. Et ça, ce que je note par CJ, c'est une matrice unicolonne et contient n ligne mais une seule colonne. C'est la G1e colonne de la matrice A. Je donne ici quelques matrices particulières avec lesquelles on va travailler dans la suite. Je commence par la matrice identité, ce qu'on appelle aussi la matrice unitaire. C'est quoi la matrice unitaire? C'est la matrice qui contient des 1 sur la diagonale, parce que cette partie-là, quand la matrice est on l'appelle la diagonale de la matrice. Donc, dans le cas d'une matrice carrée, il partage, je peux dire qu'il divise la matrice en deux parties. Celle-là, c'est la partie supérieure, celle-là, c'est la partie inférieure. Donc la matrice identité, c'est la matrice qui contient des 1 sur la diagonale et les autres sont nuls. Cette matrice joue un rôle très important pour l'ensemble des matrices, comme le rôle de 1 dans R. Vous connaissez que 1 joue un rôle très important dans R, c'est le nombre tel que si on le multiplie par n'importe quel chiffre de R, la valeur ne change pas. La même chose pour ici pour IN. Et plusieurs aussi, il y a aussi d'autres utilisation de UN qu'on va voir dans la suite. Ici, la matrice UN dans le cas d'une matrice d'ordre carré N. Donc, c'est la matrice qui contient n ligne, n colonnes, et dans tous les coefficients sont nuls. Là aussi, la matrice θn ou bien ON joue le rôle de la matrice de 0 dans R. Pour l'ensemble des matrices, il joue le même rôle que 0 dans R. C'est-à-dire, si je l'ajoute à n'importe quelle matrice, la matrice ne change pas. Donc, on va voir tout ça dans la suite. La matrice diagonale, c'est la matrice qui contient des chiffres qui peuvent être non nuls sur la diagonale et dans la partie inférieure et la partie supérieure, tous les coefficients sont nuls. La matrice scalaire, c'est un cas particulier de la matrice diagonale. Elle contient des coefficients qui peuvent être non nuls, le même coefficient, sur la diagonale et les coefficients de la partie supérieure et la partie inférieure sont nuls. Donc, la différence entre la matrice diagonale et la matrice scalaire, dans la matrice diagonale, on n'a pas nécessairement la même valeur ici sur la diagonale, mais dans la matrice scalaire, on a la même valeur. On va voir dans la suite qu'on peut factoriser par A et que c'est exactement A fois IN.
Je donne aussi ici la matrice triangulaire supérieure. Donc, c'est la matrice qui contient des valeurs qui peuvent être non nulles sur la partie supérieure avec la diagonale et la partie inférieure. Et tous ces coefficients sont nuls. La partie triangulaire inférieure, c'est l'inverse, c'est-à-dire il y a des chiffres sur la diagonale et qui peuvent être non nuls sur la diagonale et la partie inférieure. Et sur la partie supérieure, tous les coefficients sont nuls. Donc ici, on commence par définir l'égalité entre deux matrices. Qu'est-ce que ça veut dire? Une matrice égale à une autre matrice. Si je prends une matrice de type NN, A, et une matrice B de type P, pour dire que A égale à B, d'abord, elles doivent être de même type. C'est-à-dire, je ne peux pas comparer deux matrices qui ont deux types différents. Ça y est? Donc, N doit être égal à P et M doit être égal à Q. Et tous les coefficients doivent être égaux 2 à 2, c'est-à-dire pour tout I entre 1 et M et G entre 1 et M, le A et J doit être égal à B et J. On définit maintenant la somme et la multiplication par un scalaire parce qu'on veut donner une structure de K espace vectoriel. Une structure de K espace vectoriel sur un ensemble des matrices à coefficients dans K. Donc, on commence d'abord par définir l'addition. Si je prends deux matrices de même type, de type NN, vous voyez, c'est quoi A plus B? C'est une matrice. Donc, quand je dis une matrice, je dois donner ses coefficients. Une matrice est déterminée par les coefficients. Les coefficients qu'on a notés ici, IJ, pour chaque I et J, c'est exactement AIJ plus BIJ. Donc, je ne peux pas faire la somme de deux matrices de type différent. On peut aussi définir la multiplication d'une matrice A par un scalaire qui appartient au corps dans lequel ou bien auquel appartiennent les coefficients. Je ne peux pas multiplier par un scalaire qui appartient à un autre corps. Donc, alpha fois A, c'est exactement une matrice. Toujours quand je dis une matrice, je dois donner ses coefficients. Quels sont ces coefficients? C'est alpha A ici pour chaque I entre 1 et M et pour chaque J entre 1 et M. Donc, je multiplie chaque coefficient par le scalaire alpha. Donc, en utilisant cette addition et cette multiplication, par cette multiplication externe, on peut donner à l'ensemble, ou bien on donne à l'ensemble des matrices du type NN une structure de K espace vectoriel de dimension finie qui est exactement NN. Dans la base canonique, c'est la base constituée par les matrices suivantes. Donc, les matrices, ici, on a N fois M matrices. Pour bien comprendre cette base, je vous donne un petit exercice, un petit exemple. Donc, je prends la matrice A, B, C, D, E, F, la matrice du type de 3, à coefficient dans R. Donc, je vais montrer que cette famille-là forme une base de cette matrice. C'est-à-dire, c'est un système générateur et en plus, elle est libre. Pour un système générateur, je vais factoriser par chaque coefficient. Je vais factoriser par A, par B, par C, par D, par E et F. Ce qui va me donner exactement cette écriture, c'est A fois la matrice 1, 0, 0, 0, 0, 0, plus B fois la matrice 0, 0, 1, 0, 0, 0, plus C fois la matrice 0, 0, 0, 0, 1, 0, D fois la matrice 0, 1, 0, 0, 0, 0, plus E fois cette matrice, plus F fois cette matrice. Essayez de faire le produit, c'est exactement cette matrice-là. Vous voyez? Ici, c'est le produit par un scalaire, puisque A, c'est A, B, C, D, E, F, c'est des valeurs de F. Donc, c'est un système générateur. Il reste à vérifier, est-ce qu'il est libre ou non. On prend des scalaires, je peux prendre les mêmes scalaires, A fois la première matrice, plus B fois la deuxième matrice, C fois la troisième matrice, D fois la quatrième matrice, E fois la cinquième matrice, et F fois la sixième matrice, égale à la matrice nulle. C'est quoi la matrice nulle ici pour cet ensemble? C'est la matrice qui a deux lignes, trois colonnes, et que contient juste des zéros. Donc, cette combinaison linéaire égale à la matrice, là, nulle, c'est seulement si celle-là égale à la matrice nulle. Et une matrice égale à une autre matrice, c'est seulement si les coefficients sont égaux 2 à 2. C'est-à-dire A égale à 0, B égale à 0, C égale à D égale à E égale à F égale à 0. Ce qui montre que la famille est
libre. C'est comme ça qu'on montre ce que cette famille-là constitue la base canonique de l'ensemble des matrices de type ML. Maintenant, dans la définition, on veut définir le produit de deux matrices. Donc, pour définir le produit de deux matrices, on commence par définir le produit d'une matrice uniligne et une matrice et une colonne. Mais à condition que le nombre des colonnes ici égale à le nombre des lignes là. Ça y est, pour arriver à faire le produit de deux termes, deux à deux. Donc, c'est quoi le produit de cette matrice? Une colonne fois la matrice uniligne, c'est BA1 fois AA1 plus A12 fois B21 plus A13 fois B31, ainsi de suite jusqu'à A1M fois B1M. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? Un chiffre, une valeur de R. Donc, ça, c'est juste un scalaire. Le produit d'une matrice unicolonne fois une matrice uniligne donne un scalaire. Donc, maintenant, comment on définit le produit de deux matrices A fois B? C'est une matrice. Mais à condition, avant, pour arriver à faire le produit de A fois B, il faut que le nombre des colonnes de la matrice A être égal au nombre des lignes de la matrice B. C'est-à-dire, si celle-là est de type MM, celle-là, la matrice B doit être de type MP. Comme si on simplifiait par M. Et elle reste, on va trouver une matrice de type NP. C'est quoi cette matrice? Donc, quand je dis une matrice, c'est-à-dire il faut déterminer ses coefficients. Pour chaque T entre 1 et N et S entre 1 et P, CTS, le coefficient CTS, c'est la somme K varie de 1 jusqu'à M, ATK, BKS. C'est exactement ce qu'on a fait. C'est le produit de la matrice unicolonne pour la matrice uniligne. Ça y est? Donc, pour bien comprendre ça, je vais faire avec vous un exemple explicitement. Je prends A la matrice de type de 3, B c'est la matrice de type 3, 3. Donc, je peux faire le produit, puisque ici, le nombre des lignes, c'est 3. Le nombre des colonnes, c'est 3. Et le nombre des lignes ici, c'est 3. Donc, A fois B, c'est cette matrice-là fois celle-là. Pour faire le produit, je commence par la première colonne. Je fais la multiplication de la première colonne fois la première ligne, ce qui va donner 1 fois 1 plus 0 fois 2 plus 0 fois 0. Donc, c'est le premier coefficient. Ensuite, pour trouver le deuxième coefficient dans la deuxième ligne, je travaille avec la première colonne fois la deuxième ligne. C'est 1 fois 0 plus 0 fois moins 1 plus 0 fois 1. Donc, c'est 0. Maintenant, j'ai terminé avec la première colonne. Je passe à la deuxième colonne pour trouver le premier coefficient, le deuxième coefficient de la deuxième colonne. Donc, c'est 0 fois 1 plus moins 1 fois 2 plus 0 fois 0. Vous voyez? Toujours, je n'ai pas terminé avec la deuxième colonne. La deuxième colonne, voilà, deuxième ligne. Donc, c'est 0 fois 0, moins 1 fois, plus moins 1 fois moins 1, plus 0 fois 1. J'ai terminé avec la deuxième colonne. Je fais le même travail avec la troisième colonne. La troisième colonne fois la première ligne, je vais trouver, c'est exactement moins 1. La troisième colonne fois la troisième ligne, la troisième colonne fois la deuxième ligne, je vais trouver 2. Donc, voilà la matrice A fois B. Mais ici, est-ce que je peux faire B fois A? Non. Pourquoi? Parce que B, elle a 3 colonnes, mais A a seulement 2 lignes. Donc, je peux calculer A fois B, mais je ne peux pas calculer B fois A. Ça y est? Donc, ça, c'est juste la remarque que je venais de dire. Le produit matriciel n'est pas commutatif. Parce que parfois, je peux calculer A fois B et je ne peux même pas calculer B fois A. Mais parfois, je peux calculer A fois B, je peux calculer B fois A, mais je peux trouver A fois B différente de B fois A. Comme dans cet exemple, on a deux matrices carrées, A et B, A d'ordre de 2 et B d'ordre de 2. Donc, je peux calculer A fois B et je peux calculer B fois A. Mais quand je calcule A fois B, je trouve la matrice 0, 0, 1, 0. Quand je calcule B fois A, je trouve la matrice 1, 0, 1, 0. Donc, essayez de refaire cet exercice pour voir
est-ce que vous allez trouver le même résultat. Si on a deux matrices de type N, P, deux matrices B, B', et deux matrices A et P' de type Pn. Regardez ici N, P, c'est-à-dire le nombre de colonnes c'est P. Ici, le nombre des lignes, c'est P. Vous voyez? Donc, je peux calculer B fois A et je peux calculer B' fois A. Et on peut montrer facilement que B plus B' fois A, c'est exactement B fois A plus B' fois A. La même chose, B fois A plus A', c'est B fois A plus B fois A'. Et le produit aussi est associatif, il n'est pas commutatif, mais il est associatif. C fois B fois A, c'est C fois B fois A. Mais attention, ici, regardez, C de type NM, B de type MP. Donc, je peux faire le produit de C fois B. C'est-à-dire le nombre des colonnes ici égale le nombre des lignes là. B de type NP, A de type PQ. Donc, je peux calculer B fois A. Sinon, je ne peux même pas calculer le produit. Si je peux le calculer, alors il est associatif. Si je fais la multiplication par un scalaire, il n'y a pas un problème. Je peux faire entrer et sortir le scalaire sans problème. Je peux factoriser par le scalaire comme je veux. Mais pour la matrice, non, je ne peux pas faire sortir ici le B parce que le produit n'est pas commutatif. On définit maintenant deux notions, on va donner on donne deux notations qu'on va utiliser dans la suite. On prend un cas espace vectoriel de dimension n, non nulle. B, une base constituée par les vecteurs E1 jusqu'à En, une base de E. Et A, un vecteur, c'est le A1, E1, plus A2, E2, plus AN, En, un vecteur de E. Cette écriture, ça veut dire que A1, A2 jusqu'à AN, c'est les composantes de A dans la base B. Et on a déjà vu que les composantes sont uniques par rapport à une base donnée. Alors, cette notation-là, c'est exactement le vecteur constitué par les composantes. J'ai dit ici le vecteur, pas la matrice unicolore, parce que j'ai mis des virgules. Donc, ça, c'est un vecteur de k à la puissance n. Et cette notation-là, c'est la matrice colonne constituée par les composantes de A dans la base B. Donc, on va utiliser ces notations dans la suite. Juste un petit exercice pour arriver à appliquer ces notations-là. Vous prenez R2 de x, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. B, c'est l'ensemble des polynômes 1 plus x plus x au carré, 2 plus x au carré. Vérifiez que c'est une base. Comment vous allez vérifier que c'est une base? On connaît déjà que la dimension de E, c'est 3. Ici, il contient 3 vecteurs, donc il suffit de montrer que B est une famille de 2. Voilà. Calculer PD, c'est-à-dire calculer ça, ça revient à calculer les composantes de P dans la base E. Attention, ce n'est pas A0, A1, A2, parce que ça, c'est la base de les composantes de P dans la base canonique, 1x, x au carré. Ici, on cherche les composantes de P dans la base B. Donc, vous allez trouver un système linéaire que vous allez résoudre. Vous voyez? Comme application, vous pouvez prendre P égale à 3 moins 2x. Essayez de faire ça, ces exercices, et envoyez-moi les résultats que vous allez trouver. Le résultat que vous allez trouver. Donc maintenant, on est arrivé à la relation, donner une relation entre les matrices et les applications linéaires dans le cas où les espaces vectoriels avec lesquels on travaille sont de dimensions finies. Donc regardez F, une application linéaire de E vers F. E et F des cas espaces vectoriels. Et tous les deux sont de dimensions finies. Je n'ai pas dit de la même dimension, pas nécessairement, mais de dimensions finies. Je prends pour F la base B égale à E1 jusqu'à En. Pour S, la base epsilon 1 jusqu'à epsilon M. Donc ici, le M n'est pas nécessairement égal à M. Donc on appelle matrice de F dans la base B, S dans la base BF, la matrice de colonne F de epsilon A, 2, F de epsilon 2 dans la base B, F de epsilon N dans la base B. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce qu'on va dans la suite, on va représenter chaque application par une matrice. Parce qu'on va voir que pour chaque matrice, on peut trouver une application linéaire unique par rapport à deux bases bien sûr bien déterminées. Et pour chaque application linéaire,
on peut trouver une matrice. On lui associe une matrice. D'abord, maintenant, le premier sens. On a une application linéaire de F par F. On a déterminé les matrices avec les bases avec lesquelles on va travailler. C'est les bases B de l'espace de départ, d'arrivée, et la base S de l'espace de départ. Regardez, je dis la matrice de F dans les bases BS. C'est-à-dire, je commence par la base de l'espace d'arrivée et ensuite, j'écris la base de l'espace de départ. Regardez, la matrice de F, B, S. Ici, c'est la base de l'espace d'arrivée. Et ici, c'est la base de l'espace de départ. C'est la matrice de colonne F de epsilon 1, F de epsilon 2, F de epsilon n. Donc, ici, c'est les composantes de l'image de chaque vecteur de la base de l'espace de départ dans la base de l'espace d'arrivée. Parce que F de epsilon 1, c'est un vecteur de F. Donc, on va trouver ces composantes dans la base B. Je vais noter ces composantes-là, jusqu'à N1. Ça y est. On a N composantes parce que B contient N vecteurs. Donc, je vais les poser ici. Je passe à F de epsilon 2. Donc, c'est un vecteur de F. Donc, je peux calculer ces composantes dans la base de l'espace d'arrivée. Et je la pose ici. Ainsi de suite. Vous voyez? Ça va me donner une matrice qui a n lignes, qui a m colonnes. M, c'est le cardinal ou bien la dimension de l'espace de départ. Le nombre des lignes, c'est la dimension de l'espace d'arrivée. Ça y est. Donc maintenant, si on a E et F, deux espaces vectoriels toujours de dimension finie, on fixe les bases avec lesquelles on va travailler. S, c'est epsilon A jusqu'à epsilon M, la base de l'espace de départ. Et B, c'est la base de l'espace d'arrivée. Alors, il y a une bijection entre l'ensemble des applications linéaires de E vers F vers l'ensemble des matrices du type NN. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire chaque fois que je prends une application linéaire, je peux lui trouver une matrice. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle la matrice de F par rapport à BS. Inversement, si j'ai une matrice, ça y est, de type NM, je peux trouver une unique application linéaire dont la matrice de cette application linéaire, c'est exactement ça, cette matrice que j'ai prise au début. Vous voyez? Donc, pour la démonstration, on va montrer que phi est injectif et surjectif. Injectif ici, attention, ce n'est pas une application linéaire, donc on ne va pas dire phi de f égale à 0 implique f égale à 0. Donc, non, on va prendre f et g des applications linéaires, telles que phi de f égale à phi de g, et on doit montrer que f égale à g. Si on a phi de f égale à phi de g, c'est-à-dire la matrice de f par rapport à la base de S, égale à la matrice de g par rapport à PS. Si on a cette matrice égale à cette matrice, c'est-à-dire les coefficients sont égaux 2 à 2. Donc, si on a les coefficients sont égaux 2 à 2, cette colonne représente les coefficients de f et epsilon 1. Elle va être égale à la colonne qui représente les coefficients de g de epsilon 1. Donc, à la fin, f de epsilon 1 égale à f dans la matrice B égale à f g de epsilon 1 dans la base B égale à g de epsilon 1 dans la base B. Donc, f de epsilon 1 égale à g de epsilon 1. Ça, on a déjà vu qu'un vecteur est totalement déterminé par les composantes dans une base. Les composantes sont uniques. Ça y est. Donc voilà, si je montre que f de epsilon g égale à g de epsilon g, quel que soit j, ça veut dire que f égale à g. Ça, c'est un résultat déjà, on l'a déjà vu dans l'ensemble des applications. Dans le chapitre des applications linéaires, on a montré qu'une application égale à une autre, si seulement si elles sont égaux par rapport à une base donnée, si on travaille avec une base, un espace de dimension finie. Si je veux montrer une application égale à une autre application, il suffit de montrer que les images de la première application, des vecteurs de l'espace par la première application, égale aux images des mêmes vecteurs par la deuxième application. Vous voyez? Donc, f égale à g. Phi est surjectif. Donc, on prend une matrice de type NF avec les coefficients sont A et J et entre 1 et N et J entre 1 et F.
Et on prend l'application définie de cette manière. Pour chaque epsilon j, f de epsilon j, c'est la somme i varie de 1 jusqu'à n a i j et ça, c'est une application linéaire, on peut la vérifier facilement. Et aussi, si je calcule la matrice de cette application linéaire par rapport à la base BS, c'est exactement, je vais trouver A. Donc, ce qui est très important ici, ce qu'il faut retenir, c'est que pour chaque application linéaire, je peux donner une matrice associée à cette application linéaire par rapport à ces deux bases. Ici, les bases sont fixées parce que chaque fois que je change les bases, la matrice va changer. Vous voyez? Et pour chaque matrice, je peux lui associer une application linéaire telle que la matrice de cette application linéaire égale à exactement cette matrice. On peut montrer que la matrice de f plus g par rapport à deux bases BS, c'est exactement la matrice de f par rapport à BS plus la matrice de g par rapport à BS. Et pour tout lambda, matrice de lambda f par rapport à BS égale à lambda matrice de f par rapport à BS. On peut aussi montrer que si on a E, F et G des espaces vectoriels de dimension finie, S une base de E, B une base de F et C une base de G. Et F, on a petit f une application linéaire de E vers F, ici des applications linéaires, donc je dois ajouter des applications linéaires, et j'ai une application linéaire de F dans G, alors la matrice de G rend F par rapport à CS, c'est la matrice de G par rapport à CB fois la matrice de F par rapport à... Prenons maintenant une application linéaire de E vers F, avec toujours E et F des espaces vectoriels de dimension finie. M, c'est la matrice de U par rapport à BS, ça y est. J'ai ici X, il représente le vecteur petit x dans la base S, ça y est, c'est-à-dire x1 jusqu'à xm, c'est les composantes de x dans la base S. Et I de X, c'est les composants ici qu'on a posé Y, c'est les composantes, la matrice unicolore constituée par les composantes de I de X dans la base B. Donc Y, c'est exactement la matrice M fois X. C'est-à-dire si je peux calculer I de X, l'image d'un vecteur X qui est dans E, par rapport à la base B, il suffit que j'utilise la matrice de U par rapport à BS et les composantes de X dans la base de l'espace de départ. Ça y est, au lieu de travailler avec U, je peux travailler avec la matrice associée à F. Maintenant, je prends E et F, deux espaces vectoriels de dimension finie. Avec la dimension de E, c'est F, et je prends pour E deux bases, S et S'. F est aussi de dimension finie égale à N. Je prends deux bases pour F, B et B'. Vous voyez? Je prends M, une matrice de type N1, et U et prime, deux applications de EF. Telle que M, c'est la matrice de U par rapport à BS. On a déjà montré que pour chaque matrice, il existe une application linéaire, telle que M, c'est la matrice de U par rapport à ces deux bases. Mais si je change les bases, si je prends B', S', je vais trouver une autre application linéaire. Donc, M va être, c'est la matrice d'une autre application linéaire, U' par rapport à B', S'. La question qui se pose, est-ce qu'il y a une relation entre U et U'? En fait, on montre que le rang de U a exactement le rang de U'. C'est-à-dire, si je fais un changement de base, les applications linéaires vont changer. Ce n'est pas la même application linéaire. Mais le rang ne change pas. Donc, le rang de U égale à le rang de U'. Donc, maintenant, on passe à la définition du rang d'une matrice. Soit M est une matrice de type NM, on appelle le rang du M, qu'on note par rang de M, le rang de l'application linéaire associée à M pour des bases quelconques de E. Pourquoi je dis pas pour des bases quelconques? Parce qu'on a vu que même si on change les bases, le rang ne change pas. Ça y est, avec E et F ici, des espaces vectoriels quelconques d'une dimension
M et N. Avec M, c'est le nombre des colonnes et N, c'est le nombre des lignes. Ça y est. Ici, dans la définition, on a défini le rang d'une matrice par le rang d'une application linéaire associée. Mais pratiquement dans les exercices, c'est l'inverse qu'on fait. On trouve une application linéaire. Pour calculer son rang, on calcule le rang d'une matrice associée à cette application linéaire. Donc, c'est l'inverse qu'on va utiliser dans les calculs. C'est-à-dire, le rang d'une matrice va nous faciliter le calcul pour les applications linéaires, pour calculer le rang d'une application linéaire. Donc, la première chose, si on a une matrice de type NN, son rang va être nécessairement inférieur ou égal à MN. Pourquoi? Parce que M, c'est la dimension de l'espace d'arrivée, et N, c'est la dimension de l'espace de... M, c'est la dimension de l'espace de départ, N, c'est la dimension de l'espace d'arrivée. Et le rang d'une application linéaire est toujours inférieur ou égal à la dimension de l'espace... la dimension de l'espace de départ et la dimension de l'espace d'arrivée. Donc, rang de M inférieur ou égal à l'inf de M et N. S'il est de type NM, son rang est inférieur ou égal à MN. L'inf de MN, c'est-à-dire s'il est de type de 3, le rang va être inférieur ou égal à 2. S'il est de type 4, 5, le rang va être inférieur ou égal à 4. S'il est de type 5, 2, le rang va être inférieur ou égal à 2. Ainsi de suite. Donc, pratiquement, si je prends une matrice M avec ses coefficients, c'est A et J, qui a N lignes, N colonnes. Et ça, c'est les colonnes de la matrice M. Donc, on a combien de colonnes? N colonnes. Donc, le rang de M égale à aussi la dimension du sous-espace vectoriel engendré par les colonnes. Vous voyez? C'est-à-dire, quand je vais calculer maintenant le rang de M, je ne vais pas chercher à trouver une application telle que M, c'est la matrice associée à cette application linéaire. Non, directement, son rang, c'est le rang de ces colonnes. Et on va voir dans la suite que c'est aussi le rang des lignes. Donc, vous avez le droit soit de travailler avec les colonnes, soit de travailler avec les lignes. Donc, avant de voir que c'est le rang des lignes, on va voir c'est quoi la définition de transposé d'une matrice. Donc, c'est quoi le transposé d'une matrice? Qu'on note TA. C'est une matrice. Si A est de type NN, c'est-à-dire N ligne, N colonne, donc TA va être de type MN, c'est-à-dire M ligne, N colonne, tel que les lignes de A deviennent des colonnes dans transposées de A et les colonnes de A deviennent des lignes dans transposées de A. Par exemple, si A égale à cette matrice, transposée de A égale à celle. Donc, bien sûr, transposé de A égale à A. On peut montrer facilement que transposé de A plus B, c'est transposé de A plus transposé de B. Et que pour tout lambda, transposé de lambda A, c'est lambda transposé de A. Donc, on peut faire sortir les scalaires. Il ne joue pas, hein, le transposé n'influence pas sur les scalaires. Si le produit AB est défini, c'est-à-dire si on a le droit de calculer A fois B, c'est-à-dire si le nombre des colonnes ici est égal à le nombre des lignes pour B, alors transposé de A fois B, c'est transposé de B fois transposé de A. C'est-à-dire on inverse. Transposé de A fois B, c'est transposé de B fois transposé de A. Maintenant, c'est quoi une matrice symétrique et une matrice antisymétrique? Une matrice symétrique, c'est une matrice telle que transposée de A égale à A. Autrement dit, pour n'importe quel J, A et J égale à AJ. Une matrice antisymétrique, c'est-à-dire une matrice telle que transposée de A égale à moins A. Autrement dit, A et J égale à moins AJ. Donc, si A est antisymétrique, alors les éléments sur la diagonale vont être nuls. Pourquoi? Parce que A et I égale à moins A et I. C'est-à-dire, 2A et I égale à 0. Soit dans notre cas avec K égale à R ou bien C, et le résultat aussi reste vrai si on travaille avec un corps commutatif, mais de caractéristiques différentes de 2. Parce que c'est la caractéristique différente de 2, 2 fois A et I égale à 0 implique nécessairement A et I égale à 0, quel que soit. Donc, on désigne par Sn l'ensemble des matrices symétriques d'ordre N et AN l'ensemble des matrices symétriques d'ordre. Le rang de A, c'est le rang de transposé de A, on peut le montrer.
Donc, transposer le rang de A égale le rang de transposé à A. Ce qui est important pour vous ici, c'est le résultat. Parce qu'il va nous donner directement que le rang de A égale le rang de ces lignes égale aussi le rang de ces colonnes. Donc, quand vous voulez calculer le rang d'une matrice, vous avez le droit soit de travailler avec les lignes ou bien travailler avec les colonnes. On va voir pratiquement comment on va travailler soit avec les lignes ou bien avec les colonnes pour calculer le rang d'une matrice.